La pluie s'abattait comme un verdict divin sur la route déserte d'Andalousie, transformant la poussière en boue collante qui engluait les chevilles de Manon. Elle avait 16 ans. Un sac à dos trop lourd pour ses épaules frêles. Et le cœur en miettes. Car ses parents venaient de la jeter là. Comme un vulgaire déchet. Pour la simple faute d'avoir aimé une fille. Tu n'es plus ma fille. Avait craché sa mère. Les yeux fous de honte. Tandis que son père, muet comme une pierre, redémarrait la voiture sans un regard en arrière. Le tonnerre gronda. Et Manon s'effondra à genoux. Ses sanglots se mêlant au déluge. Se demandant si l'océan Atlantique, non loin, n'allait pas l'engloutir pour de bon. C'est alors qu'un phare trou à l'obscurité. Un vieux camion brinque-ballant qui pile la nette. Et une voix rauque, teintée d'un accent sévillant, perça le chaos. Señorita, vous allez attraper la mort là-dehors. Montez. Je vous emmène à Séville. Manon n'oublierait jamais cette nuit-là. La première d'une longue série où le destin, ce farceur cruel, avait décidé de la secouer comme un prunier andalou. Le chauffeur, un certain Ravière, un olivier buriné par le soleil du sud, l'avait déposé devant une auberge miteuse de Triana, le quartier gitano de Séville, sans poser de questions. La vie est déjà assez dure sans qu'on en rajoute. Avait-il grommelé en lui glissant un billet de 5 € froissé. Manon, trempée jusqu'aux os, avait poussé la porte de l'auberge et l'Oliveau. Un antre enfumé où les guitares flamencas pleuraient leurs rimes sanglantes et où les vers de Manzanilla coulaient comme des larmes oubliées. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeur d'ail frit, de jasmin fané et de secrets chuchotés. Manon s'était affalée sur un tabouret au comptoir. Ses cheveux châtains collés comme des algues sur son front pâle. Ses yeux verts, héritage de sa mère normande, brillant d'une fièvre mêlée de désespoir. La tenancière, une femme massive nommée Rosa, aux boucles noires cascadant comme une mantille de veuve, l'avait toisée d'un regard qui en avait vu d'autres. Qu'est-ce qui t'amène, petite? La fugue ou le chagrin d'amour? Manon avait balbutié quelque chose sur un voyage raté. Mais Rosa, avec cette intuition des femmes du Sud, avait deviné la vérité. Assieds-toi. Je te fais un lit dans la soupente. Et demain, on verra pour du travail. Ici, on ne juge pas les âmes égarées. C'est ainsi que Manon avait atterri à Séville. Cette ville de passion volcanique et de ruelles labyrinthiques, où le Guadalquivir serpentait comme un serpent d'eau sous les ponts mauresques. Elle avait 16 ans, orpheline de famille mais pas encore de rêve. Et l'Andalousie, avec sa lumière crue et ses ombres profondes, l'avait adoptée comme une fille rebelle. Les jours suivants s'étaient écoulés dans un brouillard de corvées, balayer les azulégeaux fissurés de l'auberge, servir des tapas aux touristes égarés, écouter les complaintes des habitués sur des amours perdus. Mais la nuit, quand le flamenco s'éteignait, Manon repensait à sa Normandie natale, aux falaises de Crêt d'Étretat où elle avait embrassé pour la première fois une camarade de classe. Un baiser volé sous la pluie qui avait tout changé. Ses parents, ces bourgeois parisiens en exil fiscal dans un manoir normand, n'avaient jamais pardonné. Le scandale avait éclaté lors d'un dîner familial. Manon, revenue de pensionnat pour les vacances, avait laissé échapper une lettre d'amour interceptée par sa petite sœur. C'est une abomination, avait hurlé son père, un notaire aux moustaches impeccables, tandis que sa mère, effondrée sur le canapé en velours, murmurait des prières catholiques comme des malédictions. Il l'avait traînée en voiture jusqu'à l'Espagne, prétextant un séjour punitif chez une tante imaginaire,
pour la larguer au bord de cette route près de Ronda, à des centaines de kilomètres de tout repère. Revenez quand vous serez normal, avait-il dit, avant de filer vers l'autoroute. Manon avait survécu grâce à Rosa, qui l'avait prise sous son aile comme une mère gitane. Ici, l'amour est un feu. Ma fille. Il brûle. Mais il réchauffe aussi. Et c'est dans cette auberge qu'elle avait rencontré Emma. 3 mois plus tard, un soir d'été où l'air vibrait de la chaleur des cigales et des rires des danseuses de tablao. Emma était arrivée comme un mirage, une Française d'origine basque. 22 ans. Étudiante en arts plastiques à l'université de Grenade. Venue passer l'été à Séville pour peindre les ombres des cathédrales. Elle avait des cheveux noirs coupés courts, un nez aquilin et des yeux noisettes qui pétillaient d'une malice contenue. Comme si elle cachait un secret joyeux sous sa peau olive. Vêtue d'une chemise ample tachée de peinture et d'un pantalon en lin beige, elle s'était installée au fond de l'auberge avec un carnet de croquis, commandant un verre de gazpacho froid pour tromper la canicule. Manon l'avait servi machinalement. Mais leurs regards s'étaient accrochés comme des aimants. « Tu as des yeux comme la mer du Nord ?» avait dit Emma en français, avec un accent du sud-ouest qui roulait les airs comme des vagues. Manon avait rougi, bafouillant une réponse sur le Guadalquivir. Ce soir-là, après la fermeture, Emma était restée pour aider à ranger. Et elles avaient parlé jusqu'à l'aube, de Paris, de Bayonne, des amours interdites qui font les poètes. Emma, qui avait fui un mariage arrangé avec un cousin basque, comprenait la douleur de Manon comme personne. L'orientation, c'est pas une maladie. C'est une carte au trésor. Et la tienne mène droit à la liberté. Leur première nuit ensemble avait été un feu d'artifice discret, dans la soupente étouffante de l'auberge. Les mains d'Emma, calleuses de pinceau, avaient exploré la peau de Manon avec une tendresse infinie, effaçant les cicatrices invisibles de l'abandon. « Je t'aime déjà, petite naufragée », avait murmuré Emma. Tandis que Manon, pour la première fois depuis des mois, se sentait entière. Elle s'était aimée en silence, sous le regard bienveillant des étoiles andalouses. Et le monde, pour un instant, avait cessé d'être hostile. Les mois suivants furent un roman vivant. Emma prolongeait son séjour, prétextant une thèse sur le baroque sévillan, tandis que Manon économisait pour s'inscrire à des cours du soir. Elle flânait dans El Alcázar, main dans la main cachée sous un châle, buvait du fino dans des bodgas enfumés, et faisait l'amour sur des couvertures étendues dans les oliveraies, où le vent murmurait des promesses éternelles. Emma peignait Manon, son portrait ornait les murs de leur chambre louée près de la Giralda. Une tour gothique qui veillait sur leurs rêves comme une sentinelle bienveillante. Mais l'ombre de la famille de Manon planait toujours. Une lettre arriva un automne pluvieux. Postée de Normandie, nous prions pour ton retour. Ton père est malade. Manon la déchira, les mains tremblantes. Mais Emma la serra contre elle. Ne les laisse pas te briser à nouveau. Nous sommes ta famille maintenant. Pourtant, au fond d'elle, Manon sentait une fissure, le besoin de pardon, ou peut-être de vengeance. Et c'est là que le destin, encore une fois, frappa à la porte sous la forme d'un appel téléphonique inattendu. Rosa, qui avait entendu les rumeurs, lui tendit le combiné un soir. « C'est ta sœur ? Petite. » Elle pleure. La voix de la cadette, désormais adulte, était un torrent de regrets. « Manon ? Reviens. Papa est mourant. Il regrette tout. » Manon raccrocha, le cœur en vrac,
et courut se réfugier dans les bras d'Emma. Mais la graine du doute était plantée. Leur amour, si pur, commençait à se teinter de questions, et si le pardon effaçait la douleur? Et si la trahison n'était qu'un malentendu familial? Séville, avec ses fêtes de feria où les femmes en mantille dansaient jusqu'à l'ivresse, devint le théâtre de leur idylle fragile. Manon apprit le flamenco sous les yeux admiratifs d'Emma. Ses hanches se déhanchant au rythme des castagnettes comme pour exorciser les fantômes du passé. Emma, de son côté, exposa ses toiles dans une galerie du quartier Santa Cruz. Et l'une d'elles un nu suggestif de Manon baigné dans la lumière de la plaza de España fit scandale, attirant les regards curieux et les murmures homophobes. Les lesbiennes de Séville, ricana un critique local. Mais Emma haussa les épaules, l'art est fait pour blesser les âmes étroites. Pourtant, la nuit, quand les cloches de la cathédrale sonnaient minuit, Manon se réveillait en sueur, hantée par le bord de la route, la boue, la voiture qui s'éloignait. Emma la berçait alors, chantonnant une berceuse basque, et leur amour se muait en un rempart contre l'orage. Elle rêvait d'un futur, un atelier à Grenade, des voyages en train le long de la Costa Brava, une vie où l'orientation n'était plus un crime mais une célébration. Mais le passé, ce chien fidèle, ne lâche pas si facilement sa proie. Un soir de Noël, sous les guirlandes clignotantes du quartier de Las Ceuta, Emma mit un genou à terre non pas avec une bague, mais avec un anneau d'argent ciselé d'olivier. Épouse-moi, Manon. Pas devant un prêtre, mais devant le Guadalquivir. Faisons de notre amour un serment que personne ne pourra briser. Les larmes aux yeux, Manon accepta, et elles scellèrent leur pacte d'un baiser fougueux. Ignorant que, de l'autre côté de la mer, une tempête se préparait. Les années s'écoulèrent comme le sable des plages de Cadix, fines et inexorables, emportant avec elles les illusions de elle jeunesse. Manon et Emma avaient bâti leur nid à Grenade, dans un appartement aux murs blanchis à la chaux, surplombant l'Alhambra dont les jardins mauresques cascadaient en terrasses de roses et de fontaines murmurantes. Manon, désormais 25 ans, avait transformé sa passion pour le flamenco en une carrière. Elle dansait dans les caves de Sacromonte, les grottes gitanes creusées dans la colline, où ses pieds nus claquaient sur le bois usé comme des coups de fouet contre le destin. Son corps, élancé et souple, racontait des histoires de feu et de glace. Et les touristes, éblouis, la surnommaient la Normande enflammée. Emma, elle, avait conquis le monde de l'art avec une férocité basque. Ses toiles, imprégnées de la lumière âpre de l'Andalousie, ornaient les galeries de Madrid et même de Paris. À 30 ans, elle exposait une série intitulée « Amours exilés », où des figures féminines entrelacées défiaient les ombres patriarcales. Manon y figurait en filigrane, ses yeux verts perçant les couches de peinture comme un appel au monde. Leur vie était un poème en prose, des matins paresseux où Emma esquissait Manon endormie, des après-midi aérés dans El Albécin, le quartier arabe aux ruelles étroites et aux balcons débordants de géranium, et des nuits où leurs corps se fondaient dans une danse plus intime que le flamenco. Mais sous cette surface idyllique, des fissures apparaissaient. La famille de Manon n'avait pas désarmé. Des lettres sporadiques arrivaient, d'abord suppliantes, puis accusatrices, « Ton père agonise sans toi. Es-tu devenu si dur ?» Manon les brûlait dans le brasero de l'appartement. Mais chaque cendre laissait une marque. Emma, sentant le poison s'infiltrer, tentait de la raisonner, ils t'ont jeté comme une malpropre. Pourquoi leur donner le pouvoir de te blesser encore? Pourtant,
Un soir d'hiver 2015. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de Grenade. La nouvelle tomba comme un coup de poignard, le père de Manon était mort d'un infarctus, emportant avec lui ses regrets non dits. Manon s'effondra. Non pas de chagrin pur, mais d'un mélange toxique de rage et de vide. Il est parti sans me voir. Emma. Sans savoir qui je suis vraiment. Elles pleurèrent ensemble sur le tapis persan. Et Emma. Pour la première fois. Craqua, peut-être devrions-nous aller à l'enterrement. Pour clore le chapitre. C'était une erreur. Manon le savait au fond d'elle. Mais l'amour. Ce traître. La poussa à acquiescer. Elles prirent le train pour Paris. Traversant l'Espagne comme un deuil anticipé. Et atterrirent dans la maison familiale de Normandie. Cette bâtisse austère au volet vert dominant la Manche. L'enterrement fut un cauchemar en noir et blanc. La mère de Manon, vieillie en fantôme aux cheveux blancs strictement noués, les accueillit d'un regard froid. Tu as ramené ton ami. Emma serra les dents. Mais Manon, brisée, murmura, ma femme. Le scandale fusa comme une étincelle dans la paille, tantes outrées, cousins murmurant. Et la sœur de Manon, Élise, désormais mariée et mère, qui tenta une médiation maladroite. Maman regrette? Manon. Elle veut te pardonner. Mais le pardon, dans cette famille de notables, n'était qu'un voile sur l'intolérance. Ce soir-là, après la veillée, Emma et Manon se promenèrent sur la plage d'Étretat, les falaises se dressant comme des juges silencieux. Rentrons, ma chérie. Cette maison nous étouffe. Mais Manon, les pieds dans le sable humide, lâcha la bombe, et si je restais un peu? Pour parler à Élise. Pour comprendre? Emma pâlit. Ses yeux noisettes s'assombrissant comme un ciel d'orage basque. Ne me dis pas que tu vas te laisser avaler par eux. Après tout ça? La dispute éclata. Violente et inédite, Emma hurla sa peur de la perdre. Manon cracha sa douleur d'être orpheline 2 fois. Elles rentrèrent à Grenade séparées par un silence de plomb. Et pour la première fois, Manon dormit seule dans leur lit. Le doute s'installa comme une brume normande. Manon commença à correspondre avec Élise. Ces échanges devenant un pont fragile vers un passé qu'elle croyait enterré. Emma, de son côté, se plongea dans son art avec une fureur créative, peignant des toiles sombres où des routes andalouses s'ouvraient sur des abysses. Tu changes, Manon, lui dit-elle un soir, lors d'une feria à Grenade où les casetas vibraient de Sevillana. Tu danses moins avec le cœur. Manon nia. Mais au fond, elle sentait la trahison germer, non pas envers Emma, mais envers elle-même, en flirtant avec l'idée de réconciliation. C'est alors que la vraie tempête frappa, sous la forme d'une opportunité professionnelle. Un impresario madrilène offrit à Manon un contrat pour danser à Paris, dans un spectacle fusionnant flamenco et ballet classique au théâtre du Châtelet. C'est ta chance. À mort, encouragea Emma, masquant son appréhension. Manon accepta. Et les mois suivants furent un tourbillon, répétitions éreintantes. Voyage en AVE à haute vitesse. Et des nuits solitaires dans des hôtels haussmanniens où le fantôme de sa jeunesse la hantait. Emma la rejoignait quand elle pouvait. Mais la distance creusait un fossé. À Paris, Manon recroisa Élise, qui l'invita à un dîner familial sans jugement. La mère était là. Frêle et repentante, les yeux rougis par des années de solitude. J'ai prié pour toi tous les jours, ma fille.
J'ai compris trop tard. Les mots étaient doux comme du miel empoisonné. Et Manon, affaiblie par la fatigue, se laissa bercer. Elle passa une semaine en Normandie, aidant à vider la maison paternelle, touchant des objets chargés de souvenirs, la robe de baptême, les photos jaunies. Élise murmura, « Reste. Manon. On peut tout recommencer. » La nouvelle parvint à Emma par un appel laconique, « J'ai besoin de temps. Ma chérie. » Pour guérir. Emma, à Grenade, sentit son monde s'effondrer. La trahison n'était pas un acte brutal, mais une érosion lente. Manon choisissait le sang contre l'amour choisi. Elle raccrocha. Et les larmes coulèrent, salées comme la mer cantabrique de son enfance. Seule dans leur appartement, Emma peignit une toile finale, Manon au bord d'une route pluvieuse, les bras tendus vers une voiture qui s'éloigne. Mais cette fois, c'était Emma qui la laissait partir. Les mois devinrent des années. Manon s'installa à Paris, dansant au Châtelet avec un succès mitigé, hantée par le vide d'Emma. Elle épousa la rédemption familiale d'une manière tiède, des dîners sporadiques, des pardons murmurés, mais sans chaleur véritable. Sa mère mourut 2 ans plus tard, laissant un testament où Manon héritait de la maison normande un cadeau empoisonné. Élise, pragmatique, suggéra de la vendre, pour ton avenir. Mais Manon, à 30 ans, se sentait plus perdue qu'à 16. Emma, elle, avait fui Grenade pour Malaga, où elle ouvrait une galerie d'art dédiée aux artistes queer. Ses toiles gagnaient en maturité, imprégnées d'une mélancolie romantique à la française, évoquant Baudelaire ou Colette dans leur exploration des amours défendus. Elle ne contacta pas Manon, mais ses œuvres la hantaient, des expositions où des critiques murmuraient et l'exilé basque en voyant les silhouettes féminines enlacées sous des cieux espagnols. Le destin, ce romancier ironique, les réunit enfin en 2023, lors d'une biennale d'art à Séville. Manon, invitée comme chorégraphe pour un spectacle fusion, croisa le regard d'Emma dans la cathédrale, transformée en espace d'exposition. Emma, 38 ans, avait les tempes légèrement grisonnantes, un corps plus sculpté par les randonnées en Sierra Nevada, mais ses yeux noisettes brillaient toujours de cette flamme indomptable. Manon, 33 ans, portait une robe noire simple, ses cheveux châtains relevés en chignon lâche. Ses traits affinés par les ans et les regrets. Ils t'ont supplié. N'est-ce pas, murmura Emma, d'une voix rauque comme un vin vieux. Manon hocha la tête, les larmes montant. Et toi? Tu m'as laissé partir. Le pardon? Ou l'oubli? Planait entre elles comme la poussière des ruelles sévillanes. Elles parlèrent toute la nuit, dans une taverne près du fleuve, dévidant les fils d'un amour brisé. Emma avoua sa peur, « Je t'ai aimé si fort que j'ai eu peur de te retenir. » Manon confessa sa faiblesse, « J'ai cherché la famille dans un mirage. » À l'aube, sur le bord de la même route où tout avait commencé près de Ronda, où Manon avait été abandonnée, elles se retrouvèrent. Pas de mots grandiloquents, juste une étreinte sous le soleil levant, où les cicatrices se touchaient enfin. « Reviens-moi » supplia Emma, inversant les rôles du passé. Manon sourit. Pour la première fois en paix, nous ne nous laisserons plus au bord de la route. Mais la réconciliation n'était pas un conte de fées, elle était tissée de fils usés, prêts à se rompre au moindre faux pas. Manon et Emma décidèrent de ne pas précipiter les choses, une correspondance d'abord, des lettres manuscrites envoyées par la poste, comme au temps de leurs aïeuls,
pour reconstruire sur des bases solides. Manon, revenue à Paris pour honorer ses contrats, écrivait depuis son appartement haussmannien surplombant la Seine, décrivant les lumières de la tour Eiffel comme des étoiles captives. Emma, de Malaga, répondait avec des esquisses jointes, des croquis de vagues atlantiques se brisant sur les rochers, symbole de leur tumulte intérieur. Pourtant, les ombres persistaient. Élise, la sœur de Manon, ne digéra pas ce retour aux sources. Lors d'un appel tendu, elle lâcha: « Tu vas encore nous déshonorer ? Après tout ce qu'on a fait pour te récupérer ?» Manon raccrocha. Blessée. Mais le doute revint ronger: était-ce vraiment de l'amour familial ? Ou un filet pour la ramener dans le moule ? Elle confia tout à Emma dans une lettre: « Je crains d'être une traîtresse à double face, aimant deux mondes qui se haïssent. » Emma répondit par retour: « Non. Tu es une pont, ma chérie. » Et les ponts, en Espagne, sont faits pour franchir les gouffres. L'été 2024, Lévi se retrouvait physiquement à Bilbao pour une exposition d'Emma sur les identités basques queer. Manon prit le train de nuit depuis Paris, le cœur battant comme un tambour de fête. Bilbao, avec ses ponts futuristes en titane scintillant sous la pluie fine, contrastait avec la chaleur andalouse de leurs souvenirs. Elles se virent dans un café du Guggenheim, entourées d'œuvres abstraites qui hurlaient leur chaos intérieur. Emma, élégante dans une jupe crayon noir et un chemisier en soie ivoire, tendit une main hésitante. Manon, en pantalon large et chemisier fleuri, la saisit. Et le monde s'effaça. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel donnant sur l'Aria, elles se redécouvrirent avec une urgence mêlée de révérence. Les corps, marqués par le temps, les vergetures discrètes d'Emma sur ses hanches, les tatouages improvisés de Manon sur son épaule, un olivier stylisé pour leur amour, s'entrelacèrent comme des vignes sauvages. « J'ai rêvé de toi toutes les nuits », avoua Emma, ses lèvres effleurant la nuque de Manon. Celle-ci, les yeux clos, murmura: « Et moi ? J'ai dansé pour ton fantôme. » Leur amour, jadis impulsif, s'était mué en quelque chose de plus profond, une tendresse forgée au feu de la séparation. Mais le vrai test vint lors d'une visite à la famille de Manon, un an plus tard. Élise, enceinte de son deuxième, insista pour un déjeuner à Deauville, la station balnéaire chic où les notables normands sirotaient des kirs en regardant la mer. Manon emmena Emma, décidée à imposer leur vérité. La table était dressée sur la terrasse d'un hôtel Belle Époque, avec vue sur les planches où Marcel Proust avait jadis flâné. Élise arriva avec son mari, un assureur bedonnant, et les présentations furent gauches: ma sœur Manon et Emma, sa partenaire. Le repas commença par des politesses, compliments sur la grossesse d'Élise, anecdotes sur les enfants. Mais quand Élise demanda, d'un ton mielleux: « Et vous deux ? Des projets ?» La bombe éclata. Manon, galvanisée par la main d'Emma sous la table, déclara: « Nous envisageons d'adopter un enfant pour fonder notre famille. » Le silence tomba comme une lame de guillotine. Élise pâlit: « Adopter ? Avec ça, les gens parleront. » Et maman, dans sa tombe. Son mari toussa, mal à l'aise. Emma, stoïque, intervint: « L'amour n'est pas un scandale. Élise, c'est un legs. » La dispute fut brève mais violente. Élise accusa Manon de trahir le sang,
De ruiner la mémoire paternelle. Manon se leva. Les joues en feu, c'est toi qui trahis. Sœur. En perpétuant la haine qui m'a jetée au bord de la route. Elles partirent sous une averse normande. Emma conduisant en silence vers l'autoroute. Dans la voiture. Manon sanglota, je les ai perdus pour de bon. Emma gara sur une aire d'arrêt. L'attira contre elle, non. Tu nous as gagnés. Et c'est plus que suffisant. Ce schisme familial propulsa leur relation vers un nouveau chapitre. Elles décidèrent de s'installer ensemble à Séville. Ville de leur début. Où Rosa l'aubergiste, désormais grand-mère ridée, les accueillit avec des embrassades et un repas de paella fumante. Manon rouvrit un studio de danse dans Triana, enseignant le flamenco aux jeunes filles queer en fuite, tandis qu'Emma transforma une ancienne cave en galerie. Exil et embrassade. Un espace où l'art et l'amour défiaient les conventions. Leur quotidien devint un ballet harmonieux, matin à partager un café qu'on léchait sur le balcon. Afternoon a créé Manon chorégraphiant des pièces sur l'exil. Emma peignant des portraits de couples lesbiens inspirés de leur histoire. Les nuits. Elles s'aimaient avec une passion renouvelée, explorant les recoins oubliés de leur corps comme des voyageuses en terre promise. Tu es ma France rebelle, chuchotait Emma. Tandis que Manon répondait, et toi mon Espagne en feu. Pourtant, le passé n'était pas mort, il se vengeait par petites piqûres. Une lettre d'Élise arriva. Postée de Deauville, j'ai accouché d'une fille. Je l'appellerai Manon. Pour me souvenir. C'était un olivier tendu. Mais Manon. Avec Emma. Y vit un signe. Elles répondirent par une invitation, viens nous voir à Séville. Apporte la petite. Laisse-nous être tante. Élise hésita. Mais l'amour d'une mère l'emporta. La visite fut un miracle fragile. Élise débarqua avec le bébé, emmailloté dans une couverture brodée. Et son mari. Contraint mais curieux. Rosa prépara un festin, gazpacho andalou, jamon ibérico. Et un gâteau au chocolat pour la petite. Dans le jardin de l'auberge, sous les orangers en fleurs, Élise pleura en voyant Manon bercer sa nièce, j'ai eu si peur de te perdre pour toujours. Manon, les yeux humides, répondit, la famille n'est pas que le sang. Élise. C'est le choix. Emma. En retrait. Observait avec un sourire, elle avait pardonné. Non par faiblesse. Mais par force d'amour. Ce soir-là. Autour d'un feu de camp. Elles dansèrent Manon et Élise. Main dans la main. Au rythme d'une guitare gitane. Le passé. Enfin. Se muait en légende. Mais la vie. Cette dramaturge impitoyable. Réservait encore un coup de théâtre. Lors d'une exposition à Madrid, Emma fut approchée par un galeriste parisien influent, votre série sur les amours exilés pourrait cartonner au Louvre. Mais tonifier les thèmes. Moins de politique queer. Plus d'esthétique pure. Emma refusa. Outrée, l'art sans vérité est un mensonge. Pourtant, la proposition la tarauda, et si c'était la reconnaissance ultime? Manon la pressa, prends-la. Pour nous. Mais au fond, elle craignait que le succès ne les sépare à nouveau. La décision d'Emma fut un cri de liberté, elle déclina. Et ensemble, elles lancèrent un manifeste artistique. Amour sans frontières. Dénonçant l'homophobie latente en Europe. Le scandale fit les unes des journaux, le couple lesbien qui défie Paris depuis Séville. Soudain, elles devinrent des icônes interviews, documentaires, un livre à 4 mains sur leur histoire.
Manon y écrivit, bord de la route ou cime de l'Alhambra. L'amour lesbien est un chemin pavé de pierres, mais bordé de roses. 2025 marqua l'apogée de leur renaissance. Un été où Séville s'embrasa sous la férule de la feria de Abril. Avec ses casetas fleuries et ses robes à volants tourbillonnant comme des flammes. Manon et Emma, désormais inséparables, avaient adopté une petite fille de 4 ans. Lucia. Une orpheline ukrainienne aux boucles blondes et aux yeux bleus comme le Guadalquivir sous la lune. L'adoption. Un combat de 2 ans contre la bureaucratie espagnole. Avait été leur plus belle victoire, des nuits blanches à remplir des formulaires. Des audiences où elles défendaient leur amour comme un rempart contre le monde. Lucia apporta une lumière nouvelle à leur foyer. Manon lui apprenait les pas de base du flamenco dans le salon. Ses petites mains claquant des castagnettes en plastique. Tandis qu'Emma lui contait des histoires de sorcières basques peignant des tableaux magiques. Maman Manon danse avec le feu. Maman Emma avec les couleurs. Gazouillait Lucia. Et ces mots simples effaçaient des années de douleur. Leur appartement de Triana, agrandi par un emprunt modeste, devint un havre, mur tapissé de toiles d'Emma. Sol jonché de jupes de danse. Et un jardin secret où les rosiers grimpaient sur les murs ocres. Pourtant, le climax de leur odyssée survint lors d'une confrontation finale avec le passé. Élise, touchée par les lettres de Manon, décida de venir seule à Séville, laissant mari et enfant à Deauville. Je veux comprendre, pas juger, écrivit-elle. Elle arriva par le train AVE, débarquant à la gare Santa Justa avec une valise usée et un air de pèlerin. Manon et Emma l'accueillirent à l'auberge et l'Olivo. Où Rosa, les yeux larmoyants, servit un almuerzo de croquettes de morue et de salmorejo frais. La conversation, autour d'une table en bois patiné, fut un duel d'émotions. Élise avoua d'abord sa propre trahison, j'ai su pour ton amour au lycée. Manon. Et j'ai rien dit à papa et maman. Par peur. J'étais complice. Les larmes coulèrent. Salées comme les olives noires du sud. Manon, tenant la main d'Emma, répondit avec une douceur forgée par les ans, la peur nous a toutes volé quelque chose. Mais regarde-nous maintenant. Elle présenta Lucia, qui offrit à Élise un dessin maladroit, 2 femmes tenant une petite fille sous un arc-en-ciel. Élise, brisée, se confia sur sa vie, un mariage tiède. Des nuits solitaires où elle relisait les lettres de Manon. J'envie ton courage. J'ai toujours courbé l'échine. Emma, avec sa franchise basque, intervint, le courage, c'est contagieux. Prends un peu pour toi. Ce soir-là, elles marchèrent le long du fleuve. Lucia trottinant devant. Et Élise murmura, pardonne-moi, sœur. Et permets-moi d'être tante pour de vrai. Manon l'étreignit, le pardon n'efface pas. Il reconstruit. Ce moment cathartique scella leur trinité familiale. Un pont jeté sur l'abîme. Élise repartit changée, promettant des visites régulières, et même une médiation avec les cousins récalcitrants. Pour Manon, c'était la clôture, plus de suppliques fantômes. Juste une paix méritée. L'automne venu, Emma et Manon célébrèrent leurs 10 ans d'amour recomposés lors d'une retraite à Ronda, là où la route fatidique serpentait. Elles louèrent une finca isolée, perchée sur les gorges du Tajo, où le vent hurlait des complaintes anciennes. Le dernier soir, sous un ciel étoilé, Emma sortit une toile cachée, Manon et elle. Âgées, assises sur un banc face à la mer. Lucia adulte entre elles, entourée d'une descendance imaginaire.
Notre futur? Dit-elle. Manon, émue, ajouta, pas un happy end hollywoodien, mais un épilogue humain, imparfait, mais vrai. Leur amour, passé par le creuset de la trahison et du pardon, émergeait plus fort. Un vin de Jerez vieilli en fût de chêne. Manon continua de danser, chorégraphiant une pièce intitulée Au bord de route, où des silhouettes féminines se relevaient des chutes pour enlacer l'horizon. Emma exposa au MoMA sa série Supplique tardive touchant des cœurs brisés à New York. Lucia grandit. Bilingue et fière. Apprenant que l'orientation est un spectre de couleurs. Pas une ombre. Des années plus tard, quand Élise vint avec sa famille pour Noël à Séville, la maison déborda de rire, cousins dansant le flamenco. Lucia apprenant le français normand. Et les fantômes du passé toquant à la porte comme des invités oubliés. Manon, tenant Emma par la taille, murmura, ils ont supplié. Et nous avons répondu par l'amour. Emma sourit, et c'est la plus belle revanche. Ainsi s'achève leur saga. Non en apothéose tragique, mais en humanité rayonnante, deux femmes, jetées au bord d'une route, qui en ont tracé une nouvelle, pavée de tendresse, de feu andalou et de sel basque. Dans l'ombre des oliviers sévillants, leur histoire murmure que l'amour lesbien, comme tout grand roman français, triomphe non par la force, mais par la grâce fragile du pardon.